Chers internautes, bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de la trilogie du campus Lumière d'Islam. Pour cette édition, nous avons la chance d'accueillir le professeur Souleymane Bachirdiane. Cher Souleymane Bachirdiane, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la Fondation de l'Islam de France pour cette édition de la trilogie du campus. Alors, je vais vous présenter. Vous êtes un ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, agrégé et docteur d'État en philosophie. Et après avoir enseigné pendant 20 ans à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal, puis à celle de Northwestern à Chicago, vous êtes actuellement professeur à l'Université de Columbia à New York. C'est bien cela. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite ce premier épisode par aborder votre parcours, votre enfance, votre éducation. Alors, vous êtes enfant de Saint-Louis du Sénégal et vous dites que c'est tout à fait particulier d'être enfant de Saint-Louis. Oui, c'est une expression qui est tout à fait particulière, qui est réservée vraiment à ceux qui sont nés à Saint-Louis, qui sont Saint-Louisiens et qui sont de culture saint-louisienne. L'expression enfant de ne s'emploie au Sénégal que pour les habitants de Saint-Louis. On dit enfant de Saint-Louis, mais on ne dit pas enfant d'une autre ville du Sénégal. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu en quoi cette ville se distingue par peut-être les valeurs qui y sont inculquées? Bien sûr, je pense qu'elles sont universelles, mais... D'abord, c'est la plus ancienne ville du Sénégal. Elle a une naissance double. Elle est née à la fois comme un village, une localité africaine, indigène, et puis comme un comptoir français. Les Français se sont installés là relativement tôt, sous Louis XIV, et Louis XIV a décidé d'appeler d'ailleurs le camp français en question du nom de son ancêtre Saint-Louis. Et donc vous avez cette ville double qui est Ndar pour les locaux, on va dire, et puis Saint-Louis pour les Français. Et si j'insiste sur cette origine double, c'est qu'au fond, cette ville est née hybride et elle a continué à exister en étant hybride. C'est une ville véritablement cosmopolite, à la fois tournée vers l'intérieur des terres et également tournée vers les océans et même en direction des Amériques. Et elle est également ouverte sur le nord. Donc vous avez eu des peuplements très différents. Vous avez eu un peuplement français qui est venu se superposer au peuplement local, évidemment. Vous avez également un important peuplement marocain. Les Marocains se sont installés très tôt à Saint-Louis, et c'était surtout d'ailleurs les Marocains de Fès. Donc les Fassi, Saint-Louis est une ville de ce point de vue-là, Fassi. C'est une ville mauritanienne également. Elle est située à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, et d'ailleurs a été pendant très longtemps la capitale de la Mauritanie. C'est une ville marocaine, c'est une ville tout à fait cosmopolite. Et c'était une ville aussi, c'était un grand centre intellectuel. Oui. Et voilà une chose qui est véritablement dans l'ADN de cette ville. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la tradition spirituelle et de l'érudition islamique à Saint-Louis? Oui, alors je vous ai dit que c'était un grand centre intellectuel sur plusieurs plans, parce que c'était une ville très européenne, et donc les Français, les Européens en général, parce qu'elle a été à un moment donné anglaise. Les Français ont installé des écoles là, mais c'était une ville également sur le plan religieux, une ville d'islam, où beaucoup de grands maîtres enseignaient les études islamiques, et c'était des grands maîtres auprès de qui beaucoup venaient s'instruire. Et c'était également une ville où beaucoup d'érudits venant de toutes les régions du Sénégal, du Saloum, etc., mais également de Mauritanie ou du Maroc venaient s'installer. En plus de cela, vous avez, je vous parlais tout à l'heure de l'ouverture sur la ville de Fès, qui au Maroc évidemment est la ville la plus religieuse, qui a une tradition religieuse, une tradition spirituelle, qui a été également très présente dans la ville de Saint-Louis. Et justement, vous vous êtes rattaché à la confrérie Tidjania. Oui. La confrérie Tidjania est très présente au Sénégal de manière générale. Elle est née au Maroc, évidemment. Elle est née d'une certaine façon à Fès. Enfin, une des deux grandes zawiyas
Donc, un des deux grands centres spirituels de cette confrérie soufie se trouve à Fès. Oui. Et il y a des liens très profonds entre le Maroc en général, le Sénégal et la ville de Fès et la ville de Saint-Louis en particulier, du fait de ces relations et du développement de la Tidjaniya. Et si on devait un petit peu parler de l'esprit de cette confrérie, est-ce que, en vous citant, en disant que l'exigence qui devrait être la nôtre, c'est d'inscrire l'action continue de l'intention dans le temps et la responsabilité qu'on a de toujours aller plus loin dans l'intention, dans cette direction-là? Oui, c'est une confrérie soufie, un ordre soufi, une tariqa comme on appelle ça, une voie soufie, qui s'est développée à une époque où il y avait véritablement une sorte de renouvellement de ces différentes voies et quelque chose qui ressemblerait à un ressourcement. Pour vous donner un exemple, voilà une voie qui, à un moment donné, s'établit comme une voie directement reliée à la tradition prophétique, c'est-à-dire elle ne suit plus une silsila, une chaîne initiatique qui remonterait à travers beaucoup de maîtres, à travers Junayd, etc., ces longues chaînes de transmission, mais une chaîne qui irait directement du fondateur de la voie en question, Cheikh Ahmed Tidjani, au prophète. Oui. Vous avez d'autres voies qui, à cette époque-là, autour de la même époque, se sont ainsi définis, cette espèce de néo-soufisme et d'une revivification des voies soufis qui s'est effectuée à cette époque-là, ça a été le cas pour la Tidjaniya. D'accord, donc c'est dans cet environnement que vous avez baigné durant votre enfance? Oui, mais ma famille était traditionnellement très impliquée, disons, dans le développement de cette voie tidjane. Mais du côté de mon père comme du côté de ma mère, il y a beaucoup de guides spirituels qui appartiennent à cette voie-là. J'ai lu dans votre livre que vos grands-parents sont considérés comme des saints. En fait, je pense qu'il y a en français, le mot saint peut-être reflète mal, mais on pourrait le traduire par ami de Dieu. Voilà, exactement, c'est le meilleur mot, ami de Dieu, waliullah. Et si vous voulez, c'est une meilleure traduction. Il vaut mieux garder le mot ami de Dieu ou le mot arabe wali, parce que ça fait référence à une tradition qui dit que quand Dieu aime une personne, les anges avertissent les humains en disant « Dieu aime cette personne, aimez-la ». Et donc, c'est une manière, si vous voulez, cette tradition-là est une manière d'expliquer pourquoi certaines personnes ont une espèce d'aura, de charisme qui fait que leurs compatriotes, puis ceux qui viennent après, les aiment beaucoup, font référence à ces personnes, voient en ces personnes des modèles. Le mot français de saint ne convient pas très bien, brouille un peu les choses. Dire ami de Dieu convient probablement bien mieux. Alors, passons maintenant à la deuxième partie de cet épisode. En parlant de vos études, on pourrait presque s'arrêter et regarder derrière vous tout le chemin que vous avez parcouru depuis votre école de Ziguinchor, puis votre lycée à Dakar, et puis votre entrée en prépa à Louis-le-Grand, et puis ensuite à Normal Sup, et puis à Harvard. J'arrive à Harvard parce que c'est un passage où vous dites qu'en 1978, vous passez l'agrégation et vous n'avez qu'une hâte, c'est de faire de la philosophie sans vous soucier du concours. Absolument. Alors, vous avez raison de dire que d'une certaine façon, j'ai eu la chance d'aller à bonne école, comme on dit couramment. J'ai grandi hors de la ville de Saint-Louis, puisque mes parents sont allés très tôt dans ma jeune existence, ont été affectés dans d'autres villes, ils étaient des fonctionnaires des postes, donc ils allaient dans leur lieu d'affectation. J'ai fait une partie de mes études primaires dans la ville de Ziguinchor, dans le sud du Sénégal. J'ai achevé ces études primaires à Dakar, où j'ai été également au lycée, un lycée qui s'appelait à l'époque Van Vollenhoven, et qui maintenant s'appelle le lycée Lamine Gueye, qui était un lycée d'excellence où les élèves étaient sélectionnés avec le concours de l'entrée en 6e.
Et à la suite de cela, je suis venu en France, j'ai été en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand. J'ai eu la chance d'intégrer à Normal Sup et d'avoir les meilleurs maîtres possibles et imaginables. Et j'ai bénéficié également des programmes d'échange qui existaient entre l'école normale et un certain nombre d'universités américaines, dont Harvard. Et j'ai obtenu l'échange avec Harvard, ce qui m'a permis, en effet, d'être aujourd'hui un des alumni de l'université de Harvard. D'accord. Et donc, quand vous êtes à Harvard, vous rencontrez le professeur Hilary Putnam qui va vous aider à trouver le fil conducteur de votre thèse. Oui, c'était une rencontre décisive. Vous savez, dans les parcours en général de recherche, il y a une part de hasard qu'il faut bien voir, qu'on voit mieux d'ailleurs avec le recul. Lorsqu'on réfléchit sur sa trajectoire, sur ce qui aurait pu être, ce qui a été, on se rend compte qu'il y a eu une grosse part de hasard et des rencontres décisives. Donc, je vais à Harvard juste après l'agrégation. Je me suis inscrit sur un sujet de thèse qui était l'algèbre de la logique, l'algèbre de Boole, sans trop savoir où j'allais. Je savais que je voulais travailler sur ces questions-là. J'avais de vagues idées, de vagues orientations, mais rien de bien précis. C'est toujours le cas d'ailleurs. Chaque fois que l'on choisit un sujet, on le choisit un peu à l'aveugle. C'est comme une blind date, comme on dit, quoi. Voilà. Et dans les premiers jours de mon séjour à Harvard, j'ai comme prof, parmi mes profs, j'ai ce grand philosophe analytique qui est Hilary Putnam. Et quand je discute avec lui, je me présente à lui, je lui explique ce que je fais, je lui explique que mon sujet de thèse, c'est l'algèbre de la logique, que je l'ai inscrit avec Jean Toussaint de Santi, grand philosophe, épistémologue français s'il en est. Et il me dit alors comme ça, simplement au détour de la conversation, tiens, vous devriez regarder non seulement ses écrits logiques, c'était ça qui m'intéressait, mais ses écrits mathématiques. C'est un personnage très curieux qui est un autodidacte et qui a fait un certain nombre de travaux en mathématiques avant de faire son travail de logique pour lequel il est le plus connu. C'était une remarque comme ça en passant. Et puis, il fallait la saisir. Et lorsque je suis allé, alors les universités américaines en général ont des bibliothèques absolument magnifiques et Widener Library, la bibliothèque de Harvard, est prodigieuse. Et donc j'ai trouvé les écrits mathématiques en effet de Boole. Et ça a été la grande révélation. Ça veut dire que dès lors que je lisais les écrits mathématiques de Boole, je voyais beaucoup mieux la démarche qui avait été la sienne, qui l'a mené de considération de l'algèbre à l'idée d'une algèbre abstraite et de l'algèbre abstraite à l'algèbre de la logique. Donc le fil conducteur de ma thèse, je l'avais très rapidement à un moment très proche des origines. Et donc ce qui fait que j'ai pu travailler de manière très intense et relativement rapidement finir d'abord une thèse de 3e cycle et puis prolonger cela par une thèse d'État sur l'algèbre de Boole, parce que je suis assez vieux pour avoir été de la génération de ceux qui passaient encore 2 thèses, une thèse de 3e cycle et une thèse d'État. Et donc, il y a de la traduction justement dans votre travail de thèse. Dans votre livre « Le fagot de ma mémoire » paru aux éditions Philippe Rey, où vous retracez votre parcours, vous écrivez à propos de votre travail de thèse l'algèbre devient, pour ainsi dire, un langage universel de symboles dans lequel les opérations sont définies uniquement par leurs propriétés formelles et permettent de conduire mécaniquement des procédures dont les conclusions seront ensuite interprétées. Donc déjà ici, on comprend qu'il y a une forme de traduction. Oui. Effectivement, ce que fait Boole, c'est une opération de traduction. Il s'agit de prendre la logique, qui est la logique classique, qui était classiquement définie comme l'art des inférences valides. Donc tous les raisonnements que nous menons et que nous menons dans la langue naturelle. Si je vous présente un argument quelconque, tous les hommes sont mortels, les Parisiens sont des hommes, donc les Parisiens sont mortels, vous êtes d'accord. Et pourquoi est-ce que vous êtes d'accord? Parce que formellement, ce raisonnement est valide.
Eh bien, c'est un raisonnement que je viens de présenter, un argument que je viens de vous présenter en français. Et l'idée était de dire si la logique, donc cet art d'étude, cette étude des raisonnements valides, est menée non plus avec des mots de la langue normale, de la langue empirique que nous parlons, mais avec les symboles de l'algèbre. Donc si j'effectue une traduction de ce que je viens de dire avec les symboles de l'algèbre, eh bien, j'aurai une manière plus sûre de mener mes raisonnements parce que je vais avoir à ma disposition les outils qui sont classiquement les outils de démonstration de l'algèbre. Et donc, je vais faire mes démonstrations comme si j'étais en algèbre. Donc, ce sera une algèbre spéciale, bien sûr, ce n'est pas une algèbre quantitative, mais c'est une algèbre symbolique. Mais je vais faire de manière mécanique les opérations algébriques que je fais. Et ensuite, je vais me retrouver avec un résultat qui est écrit avec des symboles littéraux et des signes d'opération. Et maintenant, il me reviendra de retraduire dans la langue naturelle, dans la langue empirique, en français dans le cas d'espèce, les conclusions que j'aurai trouvées. En gros, c'est ce que vous faites avec un ordinateur. Vous entrez dans l'ordinateur votre langue naturelle, l'ordinateur traite cela avec son propre langage 0 et 1, et ensuite vous sort un résultat qui est interprété dans le langage naturel. Eh bien, l'inventeur de 0 et 1, c'est Boole. Et le Boole en question, c'est l'auteur sur lequel j'ai fait ma thèse et écrit mes premiers travaux, mes 2 premiers livres et quelques articles avant de faire autre chose. Et maintenant, venons-en à votre enseignement sans transition. Avant d'enseigner à l'Université Columbia, vous avez enseigné pendant 20 ans à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et dont la devise, si je ne me trompe pas, est Lux me Alex, la lumière est ma loi. Absolument, Lux me Alex. Oui, Lux me Alex. Et donc, vous avez décrit un contexte un peu particulier dans votre ouvrage, toujours celui-ci, dans les années 80 qui sont marqués par les mouvements de réislamisation. Oui, alors je rentre au Sénégal après la fin de ma scolarité à l'École normale supérieure. Je suis revenu de Columbia un peu auparavant. J'ai repassé ensuite une autre année à l'École normale supérieure. Je termine la thèse de 3e cycle, la première thèse dont je vous ai parlé, et je rentre au Sénégal avec dans l'idée de créer un enseignement de philosophie et d'histoire des sciences et de logique, ce que j'ai fait. Mais c'est un contexte très particulier. Le début des années 80, il y a eu la révolution iranienne en 79, comme vous savez. Et donc, à la suite de la révolution iranienne, il y a en effet ce qu'on pourrait appeler, pour parler vite, une sorte de mouvement de réislamisation des sociétés. Et dans ce mouvement, dans mon département de philosophie, nous avons dit qu'il était bon de ne pas simplement être un département de philosophie comme on pourrait en trouver ailleurs, en France par exemple, étant un département de philosophie dans un pays comme le Sénégal qui a 95% musulmans, donc disons un pays musulman comme le Sénégal, il est bon d'avoir un enseignement sur l'histoire de la philosophie dans le monde de l'islam. Et d'ailleurs, il est toujours bon d'avoir un tel enseignement où qu'on soit. Même ici, un bon département de philosophie devrait être un département où on enseigne la pensée d'Avicenne, la pensée d'Averroès, etc. Bref, a fortiori, dirais-je, un pays comme le nôtre. Et personne n'était véritablement un spécialiste de l'histoire de la philosophie dans le monde islamique dans mon département. Le réflexe était évidemment de demander un poste dans ce domaine-là. C'était une période de vache maigre, une période de restrictions budgétaires, ça n'était pas simple d'avoir des postes ouverts. Je me suis collé à cet enseignement en attendant qu'on fasse venir un spécialiste. Et la raison pour laquelle mes collègues et amis m'ont demandé de faire cela, c'était moins la formation formelle qui avait été la mienne, puisque j'avais, comme vous l'avez indiqué, une démarche, une trajectoire tout à fait classique de philosophe français,
prépa, normal sup, agrégation, histoire de la philo de manière générale, et ensuite logique et philosophie des maths. Mais j'avais le background que j'avais. Ce que je vous ai décrit un peu en parlant de la ville de Saint-Louis, de mon enfance et du fait que mon père en particulier était ce qu'on appelle un lettré musulman. Voilà. Et donc, cette littérature philosophique dans le monde de l'islam, vous la maîtrisiez. J'avais une familiarité qui venait de l'enseignement familial et des discussions avec mon père et du fait que j'avais grandi au milieu de ces livres-là. Oui. Et donc, c'est tout naturellement que je les avais lus. Je pouvais donc assurer cet enseignement-là en attendant un spécialiste qui n'est jamais venu. Et comme je dis toujours en souriant, de plus en plus, j'ai été en mesure de faire semblant d'être un spécialiste. Cet enseignement de la philosophie islamique, vous l'avez aussi eu à Chicago, aux États-Unis. Et vous disiez qu'après les événements de 2001, c'était tout à fait particulier de faire cet enseignement-là. Et vous dites que l'enseignement qui comptait le plus d'élèves inscrits, c'était celui concernant la métaphysique du soufisme. Oui. Et juste pour terminer, vous dites à propos du soufisme que c'était d'abord une réalité sans nom. Oui, alors ça fait beaucoup de questions en une, mais en effet, j'ai commencé à aller à Northwestern University et à enseigner dans cette université à Chicago en 1999. Oui. La première fois où j'ai été invité, c'était comme professeur en visite pour le trimestre. C'était à Northwestern, ils avaient des enseignements trimestriels. J'ai été invité à venir passer un trimestre et à donner un enseignement. Et parmi les deux enseignements qui étaient les miens, un enseignement de philo général, disons, et un enseignement de philo islamique, où j'ai enseigné la philosophie islamique. Donc 99, et puis là-dessus arrive 9/11, le 11 septembre. Et ce 11 septembre m'a trouvé à Dakar, parce que j'étais rentré de mon enseignement à Northwestern et je devais y aller ensuite au trimestre de printemps qui allait suivre. J'y allais au mois de mars. Je finissais mes cours à Cheikh Anta Diop au mois de mars et j'allais passer mars, avril, mai à Northwestern. Et je me demandais à quoi ça allait ressembler désormais de retourner dans un pays qui avait connu le 11 septembre et d'y enseigner une discipline où il y avait le mot islam. Eh bien, à ma grande surprise, ça a été un cours très fortement en demande après le 11 septembre. Ce qui est d'ailleurs une bonne chose. L'idée que ce désastre, cette tragédie qu'a été le 11 septembre, a développé une curiosité pour cette religion. Une curiosité aussi pour un enseignement qui associait le mot islam et le mot philosophie. Parce qu'évidemment, avec tout le brouhaha qu'il y avait autour de l'islam dans la presse, ce n'était pas l'association qui venait le plus facilement à l'esprit, consistant à associer cette religion musulmane et une tradition rationnelle, de réflexion, d'examen, de scepticisme éclairé, des lumières, comme on dit. Et ça a, en quelque sorte, excité la curiosité. Et donc, mes classes étaient pleines. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, quand je donne un séminaire en philosophie islamique, j'ai toujours des listes d'attente parce que très vite, on arrive au cap du nombre d'étudiants que j'ai. Donc, je suis heureux d'avoir eu une carrière aussi dans ce domaine de la philosophie islamique qui m'a valu la grande joie d'avoir toujours des étudiants venant en masse à mes séminaires. Là, au mois de septembre, quand je vais retourner à New York, les deux enseignements que je vais donner au semestre d'automne, ça va être ça, Islamic Philosophy d'un côté et existentialisme de l'autre. Voilà, vous ne pouvez pas avoir deux démarches philosophiques aussi différentes normalement. Très bien. Vous nous avez comblé par ce premier épisode et j'ai d'autres questions qui viennent à mon esprit, mais je pense qu'on peut les garder pour le deuxième épisode parce que justement vous avez souligné que l'islam à ce moment-là n'était
plus trop vu comme une tradition intellectuelle et spirituelle. Et de nos